Le soir de mon mariage, je me suis caché sous le lit pour faire une farce à mon mari. Mais quelqu'un d'autre est entré dans la chambre et a mis son téléphone sur haut-parleur. Ce que j'ai entendu ensuite a glacé mon sang. La poussière sous le lit commençait à me chatouiller le nez, et j'ai dû presser fermement ma main sur ma bouche pour ne pas éternuer. J'étais allongé à plat ventre, ma coûteuse robe de mariée blanche écrasée contre le parquet, la dentelle délicate s'accrochant aux fibres rugueuses du tapis. C'était ridicule. Je savais qu'une femme de 30 ans cachée sous un lit le soir de son mariage, comme une enfant jouant à cache-cache, n'avait rien de sérieux. Mais je voulais voir l'expression sur le visage de Preston. J'avais toute la scène en tête, il entrerait dans notre suite nuptiale, desserrait sa cravate, appellerait peut-être mon nom avec cette voix douce et confuse que j'aimais tant. Valérie ? Et là, surprise. Je sortirais en roulant, probablement en ressemblant à un tas de tuiles et de soie, et nous nous effondrerions sur le matelas en riant. C'était censé être le début de notre île vécure heureux pour toujours. Nous venions de passer 6 heures à danser, à couper le gâteau et à serrer des mains de gens que je connaissais à peine. Maintenant, enfin, nous étions seuls. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La lourde porte en acajou a grincé en s'ouvrant. J'ai mordu ma lèvre, étouffant un gloussement. Mes muscles se sont tendus pour bondir. Mais les pas étaient mauvais. Ce n'étaient pas les enjambées confiantes et lourdes de Preston. C'étaient des cliquetis nets et saccadés. Clac. Clac clac. Des talons hauts, des talons chers. Je me suis figé. À travers le petit espace entre la couette et le sol, j'ai vu une paire d'escarpins de créateur argentés s'arrêter en plein milieu de la chambre. J'ai reconnu ces chaussures immédiatement. Elles appartenaient à Brenda, ma toute nouvelle belle-mère. Oui, Chenise. Je suis dans la suite, là. La voix de Brenda a retenti, tranchante et impérieuse. Elle ne chuchotait pas. Elle semblait posséder les lieux. Elle a mis son téléphone sur haut-parleur et l'a jeté sur le lit, ce même lit sous lequel je me cachais. Les ressorts du matelas ont gémi au-dessus de ma tête, s'affaissant légèrement. Sont-ils déjà partis ? A demandé une petite voix féminine au bout du fil. Preston est en bas pour régler la facture finale avec le traiteur. Et la fille, eh bien, qui sait où elle est ? Probablement dans la salle de bain, en train de retoucher son maquillage bon marché, a ricané Brenda. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, le clac-clac-clac de ses talons résonnant comme des coups de feu à mes oreilles. Mon cœur a martelé contre mes côtes. La fille maquillage bon marché. Il y a quelques heures à peine, cette femme m'avait serré dans ses bras, les larmes aux yeux, m'accueillant dans la famille. Elle m'avait appelé d'une bénédiction. Alors, c'est fait, a demandé Chenise. C'est fait, a dit Brenda. Le son d'un briquet, suivi d'une longue expiration. La fumée a dérivé jusqu'au sol. La bague est au doigt. La licence est signée. Nous l'avons verrouillée, et elle n'en a aucune idée. Brenda a ri. Un son sec et cruel. Valérie est une simplette, une petite campagnarde. Elle croit avoir touché le gros lot en mettant la main sur mon fils. Elle n'a aucune idée qu'elle n'est qu'un substitut glorifié. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Mes mains sont devenues glacées. De quoi parlait-elle ? Mais Brenda, a poursuivi la voix au téléphone, es-tu sûr pour le condo ? S'il divorce, ne prendra-t-elle pas la moitié ? Nous avons tout prévu, a répondu Brenda, sa voix tombant sur un ton de conspiratrice qui m'a retourné l'estomac. Ils vivent ensemble 1 an, peut-être 18 mois au maximum. Assez pour que ça paraisse réel. Ensuite, Preston commencera les reproches. Nous la ferons passer pour instable, ou mieux encore, nous rendrons sa vie si misérable qu'elle partira d'elle-même. Nous avons les reçus prouvant que Preston a payé la compte. Nous réclamerons le condo au tribunal. Elle n'aura pas l'argent pour un avocat décent. Je me suis couverte la bouche avec mes 2 mains, des larmes piquant mes yeux. Le condo ? Notre magnifique penthouse au centre-ville d'Atlanta. Il était légalement à mon nom, mais j'avais laissé Preston gérer la transaction pour booster son ego, pour le faire se sentir comme le pourvoyeur. Elle est pratiquement orpheline, a continué Brenda en se débarrassant de l'une de ses chaussures. Elle a atterri à quelques centimètres de mon nez. Son père n'est qu'un retraité quelconque vivant d'une pension en Floride. Elle n'a aucun système de soutien. Une fois que nous aurons pris les actifs,
elle retournera à sa mentalité de parc à roulotte d'où elle vient. Et Preston sera enfin libre d'épouser quelqu'un avec de la vraie classe. Quelqu'un comme Kendra. Kendra. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Kendra était l'amie d'enfance de Preston, la femme qui était au mariage aujourd'hui, portant une robe rouge un peu trop serrée, souriant un peu trop largement. Preston est en bonne voie, a dit Brenda en soufflant de la fumée vers le plafond. Il avait juste besoin d'un tremplin. Et Valérie, eh bien, c'est un tremplin très robuste. Nous vendrons le condo, nous investirons l'argent dans la firme, et il sera tranquille pour la vie. J'étais allongé là, mon corps tremblant si fort que j'avais peur que le plancher ne se mette à vibrer. Ce n'était pas une farce. Ce n'était pas un malentendu. C'était un casse. Mon mariage, mon amour, ma vie, tout cela n'était qu'une longue escroquerie pour voler un bien immobilier. Soudain, Brenda a cessé de marcher. « Attends » a-t-elle murmuré. Elle s'est dirigée vers le lit. J'ai vu ses pieds se tourner vers moi. Elle s'est accroupie. J'ai cessé de respirer. Mon cœur a arrêté de battre. À travers l'espace, j'ai vu sa main se tendre. Ses longs ongles manucurés ont raclé le parquet à quelques centimètres de mon visage. Elle a ramassé quelque chose. Ma boucle d'oreille en perles. J'ai dû la faire tomber en rampant sous le lit. Elle l'a tenue en l'air, l'inspectant. Camelote bon marché, a-t-elle grommelé en la jetant sur la table de chevet. Probablement du plastique. Elle s'est relevée, et j'ai failli m'évanouir de soulagement. Mais le soulagement fut de courte durée. La poignée de la porte a tourné. Maman, a appelé la voix de Preston. Ici, mon chéri, a roucoulé Brenda, son ton passant instantanément de prédatrice froide à mère dévouée. Mon mari est entré dans la chambre. L'homme que j'avais juré d'aimer et de chérir il y a à peine 3 heures. J'ai attendu, priant, espérant contre tout espoir qu'il lui dirait de partir, qu'il dirait quelque chose pour me défendre. Au lieu de cela, il a soupiré et s'est affalé sur le lit juste au-dessus de moi. « Est-elle là » a-t-il demandé. « Non » a dit Brenda. Probablement perdue dans le couloir. « Écoute, nous devons parler du virement bancaire avant qu'elle ne revienne. »« Je sais, maman. »« Je sais » a gémi Preston. « Mais peut-on faire ça demain ? Je dois faire semblant d'être impatient de consommer ce mariage ce soir, et ça va demander beaucoup d'énergie. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une fissure. C'était une explosion. La Valérie naïve et heureuse est morte dans cette obscurité poussiéreuse sous le lit, et quelque chose d'autre a commencé à s'éveiller. J'ai soigneusement glissé la main dans le bustier de ma robe et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé sur l'écran en silence, ouvrant l'application d'enregistrement vocal. La ligne rouge a commencé à bouger. Parler, ai-je pensé, une rage froide m'envahissant. Continuez à parler, bande de monstres. Donnez-moi tout. Et ils l'ont fait. Pour comprendre pourquoi une femme titulaire d'un master en gestion et d'un fonds fiduciaire capable d'acheter tout cet hôtel se cachait sous un lit en laissant les gens croire qu'elle était pauvre, il faut comprendre ma mère. Ma mère, Elena, était l'âme la plus douce que vous puissiez rencontrer. Elle était aussi incroyablement riche grâce à une fortune dans le transport maritime. Elle avait épousé mon père, Robert, alors qu'il commençait tout juste son entreprise de construction. Ils étaient un couple puissant, mais ma mère aimait les yeux fermés. Quand elle est décédée il y a 10 ans, ce n'est pas à cause du cancer qui a pris son corps. C'est le chagrin qui a affaibli son esprit. Elle avait découvert que sa propre sœur et sa meilleure amie détournaient de l'argent de ses fonds de charité depuis des années. Elle ne l'aimait pas. Elles aimaient ce qu'elle pouvait leur donner. Sur son lit de mort, elle a tenu ma main et m'a fait promettre, « Valérie » a-t-elle murmuré d'une voix fragile, « trouve quelqu'un qui t'aime pour qui tu es. Pas pour ton nom, pas pour tes comptes. Sois prudente, mon amour. L'argent est une loupe. Il te montre exactement qui sont les gens. Mais parfois, il te brûle avant que tu puisses voir la vérité. » Cette promesse est devenue ma Bible. Mon père, Robert, l'a poussé à l'extrême. C'était un requin dans le monde des affaires, le PDG de Titan Construction. Il m'a appris à lire des contrats avant de pouvoir lire des contes de fées. Quand j'ai commencé à sortir avec des garçons, il se méfiait de tout le monde. Ils sentent l'argent, Val, m'avait-il prévenu. Ils te regardent et voient un ticket de loterie. Alors,
j'ai créé un test, un filtre. J'ai quitté le domaine familial de Buckhead et j'ai loué un charmant appartement un peu délabré dans un quartier ouvrier. Je conduisais une Honda Civic de 5 ans. Je travaillais comme assistante administrative dans une firme de logistique, un travail que j'aimais réellement parce qu'il était peu stressant, bien que je gérais secrètement mon propre portefeuille d'investissement la nuit. Pour le monde, j'étais Valérie, la fille sympa avec des prêts étudiants et un budget pour les courses. Puis j'ai rencontré Preston. C'était un mardi pluvieux. Je me précipitais dans un café et j'ai fait tomber mon portefeuille dans une flaque. La boue a éclaboussé partout. J'étais au bord des larmes. C'était une semaine terrible quand un bel homme en veste légèrement effiloché l'a ramassé. Il a essuyé la boue avec sa propre manche. « Je pense que ça vous appartient », a-t-il dit en souriant. Ses yeux étaient chauds, noisettes avec des reflets verts. J'ai vérifié le portefeuille. Rien ne manquait. J'ai proposé de lui offrir un café en guise de remerciement. « J'adorerais ça », a-t-il dit en consultant sa montre. J'ai environ 20 minutes avant de devoir retourner au boulot. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a dit qu'il était vendeur, qu'il luttait pour atteindre ses quotas, conduisant une vieille voiture qui tombait en panne chaque semaine. Il a parlé de ses rêves de voyage, de voir l'art en Italie, mais comment il n'avait jamais les moyens. Je ne me soucie pas d'être riche, m'a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Je veux juste une vie qui semble réelle. Tu sais, les barbecues du dimanche, un chien, quelqu'un avec qui partager le silence. C'était exactement ce que je voulais entendre. Au cours des 2 années suivantes, Preston a passé tous les tests. Il n'a jamais demandé à emprunter d'argent. Il m'apportait des fleurs sauvages qu'il cueillait sur le bord de la route parce qu'il ne pouvait pas se permettre les roses chics, mais il pensait que celles-ci étaient plus jolies. Il découpait des coupons de réduction avec moi. Quand ma voiture est tombée en panne, un événement mis en scène, il faisait 40 minutes de détour pour venir me chercher chaque matin pendant une semaine. Je suis tombée amoureuse, profondément, follement, stupidement. J'ai présenté Preston à mon père, Robert, mais j'ai maintenu le mensonge. J'ai dit à Preston que mon père était un contremaître à la retraite vivant d'une pension en Floride. Papa a joué le jeu, bien qu'il ait râlé à ce sujet. Il est venu pour une visite, portant des chemises en flanelle et se plaignant du coût de l'essence, cachant sa Rolex dans sa poche. Il a l'air correct, a admis papa après le dîner un soir, en faisant tourner une bière bon marché qu'il détestait. Mais il est mou, Val. Il écoute trop sa mère. Il respecte sa mère, papa, ai-je défendu. C'est un bon trait de caractère. Oh, comme j'avais tort. Brenda. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a examiné de haut en bas comme si j'étais une tache sur son tapis. Elle vivait dans une petite maison encombrée, mais agissait comme si elle était une royauté en exil. Elle parlait constamment de la façon dont Preston méritait mieux et à quel point la vie était chère. « Valérie, disait-elle en sirotant son thé, penses-tu vraiment pouvoir soutenir une famille avec un salaire d'assistante ? Preston a besoin d'une partenaire qui puisse l'élever. » Je souriais simplement et avalais les insultes, pensant, si seulement tu savais. Je pensais qu'une fois mariée, une fois que j'aurais révélé la vérité sur ma richesse, elle serait heureuse. Je prévoyais de tout dire à Preston pendant notre lune de miel. J'étais impatiente de voir son visage s'illuminer quand je lui dirais qu'il n'aurait plus jamais à s'inquiéter d'un quota. J'étais si excité de lui donner le monde. Je n'avais pas réalisé qu'il prévoyait déjà de voler le petit morceau que je lui avais montré. La préparation du mariage aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie, mais avec le recul, les signaux d'alarme s'agitaient si fort qu'ils me giflaient pratiquement le visage. D'abord, il y avait la liste des invités. Brenda insistait pour inviter la moitié de la ville. C'est pour l'image, Valérie, a-t-elle lancé quand j'ai suggéré une petite cérémonie intime. Nous devons montrer aux gens que la famille Ramos s'en sort bien. Comme j'étais censé être pauvre, Brenda et Preston ont supposé que je ne pouvais pas payer grand-chose. Brenda faisait tout un spectacle pour contribuer, mais chaque fois que la facture des fleurs ou du lieu arrivait, elle laissait commodément son sac à main dans la voiture, où sa carte était refusée à cause d'une erreur bancaire. J'ai fini par payer presque tout en utilisant mes économies qui étaient en réalité une carte noire sans limite que je gardais cachée dans un compartiment secret de mon portefeuille. Puis est venue Kendra. « Valérie, tu dois rencontrer Kendra », a dit Preston un soir, 3 mois avant le mariage. Elle est comme une sœur pour moi. Nous avons grandi ensemble.
Kendra était magnifique, d'une manière tape à accent grave-l'œil et évidente. Des vêtements serrés, un rire fort, et une façon de toucher le bras de Preston chaque fois qu'elle parlait. Quand nous nous sommes rencontrés pour boire un verre, elle m'a à peine regardé. Elle a passé toute la soirée à évoquer avec Preston le bon vieux temps et des blagues privées que je ne comprenais pas. « Oh, tu te souviens de cette nuit à Cabo ?» a-t-elle gloussé en se penchant vers lui. « Je pensais que tu avais dit que tu n'avais pas les moyens de voyager », ai-je demandé à Preston, confuse. Il s'est figé une seconde. Ça c'était un voyage scolaire au lycée. Mes parents ont économisé pendant des années pour ça. Brenda adorait Kendra. Elle nous comparait ouvertement. Kendra, chérie, cette robe est exquise. Tu ressembles à une star de cinéma. Valérie, peut-être que Kendra peut t'emmener faire du shopping. Tu t'habilles si simplement. J'ai laissé couler. Je me disais que j'étais en sécurité. J'avais la bague. J'avais l'homme. Kendra n'était qu'une amie du passé. Mais le plus gros problème était le condo. Nous avions besoin d'un endroit où vivre. Preston louait un studio et mon appartement était trop petit. J'ai trouvé un superbe condo Penthouse au centre-ville d'Atlanta. C'était une saisie, une aubaine à 600 000 €, mais encore bien au-delà du budget d'une assistante administrative et d'un vendeur. J'ai un héritage, ai-je dit à Preston une nuit. C'était une demi-vérité. Ma grand-mère m'a laissé de l'argent. C'est assez pour acheter cet endroit en liquide. Les yeux de Preston ont failli sortir de leurs orbites. En liquide? Valérie? Tu es sérieuse? Oui, je veux qu'on commence sans dette. Cette nuit-là, Brenda est venue. Elle était soudainement très intéressée par moi. Elle m'a regardé avec des yeux prédateurs. C'est une nouvelle merveilleuse, Valérie, a-t-elle ronronné. Mais tu sais, acheter une propriété est compliqué. Taxes, assurance, responsabilité civile. Tu n'as jamais géré l'immobilier. Preston traite des contrats toute la journée. Je peux m'en occuper, ai-je dit. Bien sûr que tu peux, a dit Preston en prenant ma main. Mais chérie, pense à l'image. Ma mère a raison. De plus, je veux avoir l'impression de contribuer. Si tu mets l'argent sur mon compte, je peux écrire le chèque. Je peux gérer les négociations avec le syndicat des copropriétaires. Ça me fera passer pour le chef de famille aux yeux des voisins. S'il te plaît, pour ma fierté. Ça semblait si stupide, mais il avait l'air si sincère. Et Brenda hochait la tête. C'est une question de respect, Valérie. Une femme ne devrait pas émasculer son mari avant même que le mariage ne commence. Alors, je l'ai fait. J'ai transféré les fonds. Mais je n'étais pas idiote. Mon père m'avait mieux élevé que ça. J'ai fait rédiger l'acte de propriété par mon avocate, Justine. L'argent est passé par le compte de Preston pour montrer la transaction. Mais l'acte de propriété, lui, était à 100% à mon nom. Preston, cependant, n'a pas lu les petits caractères des documents de clôture. Il a juste vu l'argent arriver sur son compte, puis le quitter. Il pensait que parce qu'il avait écrit le chèque, il possédait la maison. Il pensait m'avoir eu. Je me suis souvenu du jour où nous avons eu les clés. Preston m'a fait tournoyer dans le salon vide. Notre château, a-t-il dit. Mon château, ai-je murmuré contre son épaule, bien qu'il ne m'ait pas entendu. Maintenant, allongé sous le lit, entendant Brenda parler de réclamer le condo, les pièces du puzzle se sont mises en place. Il ne savait pas que l'acte était blindé. Il pensait que c'était un bien matrimonial acheté avec son argent parce que le chèque venait de son compte. Il pensait pouvoir argumenter que je n'avais rien contribué. La voix de Brenda m'a ramené au présent. Quand le bail de ton appartement se termine-t-il, Kendra, a demandé Brenda au téléphone. Le nom m'a secoué. Kendra était sur le haut-parleur. Non, attends. Brenda parlait à Preston maintenant, demandant des nouvelles de Kendra. Son bail se termine dans 6 mois, a dit Preston, sa voix étouffée par l'oreiller. C'est pourquoi nous devons accélérer les choses, maman. Je ne peux pas la laisser indéfiniment sur le canapé de sa sœur. De plus, le bébé a besoin d'une chambre. Le monde s'est arrêté. Le silence sous le lit était assourdissant. Le bébé. J'ai plaqué ma main sur ma bouche si fort que j'ai goûté le sang.
Les mots flottaient dans l'air comme une fumée toxique. Le bébé. Ne t'inquiète pas pour le bébé, a dit Brenda, son ton dédaigneux mais pragmatique. Nous aménagerons la chambre d'enfant dans la deuxième chambre une fois que Valérie sera partie. Nous pourrons peindre par-dessus ce jaune hideux qu'elle a choisi. Mon estomac s'est soulevé violemment. J'avais l'impression que j'allais vomir ici même sur le tapis. Kendra était enceinte. Preston, mon mari depuis moins de 24 heures, avait mis enceinte son amie comme une sœur. Je me sens juste mal, maman, a dit Preston pendant une seconde. Une petite étincelle d'espoir a jailli dans ma poitrine. Peut-être avait-il une conscience? Peut-être tenait-il vraiment à moi? Mal à propos de quoi, a claqué Brenda. De sécuriser ton avenir. Non, juste Valérie est gentille. Elle a cuisiné pour moi. Elle a lavé ma voiture. Elle me regarde comme si j'étais un héros. Ça va être brutal de l'écraser comme ça. Oh, épargne-moi les larmes, a ricané Brenda. C'est une moins que rien, Preston. Tu l'as dit toi-même. Elle est ennuyeuse. Elle lit des livres le week-end au lieu de réseauter. Elle porte des vêtements de chez Target. Veux-tu être marié à une coupeuse de coupons pour le reste de ta vie? Ou veux-tu être avec Kendra, qui sait vraiment briller dans la haute société? Kendra est du feu, a convenu Preston, sa voix changeant, devenant lubrique. Valérie, c'est de la bouillie d'avoine. De la bouillie d'avoine. Ce seul mot m'a fait plus mal que la trahison financière. J'avais éteint ma lumière pour lui. J'avais caché ma garde-robe de créateur, ma connaissance des grands crus, mes relations avec des sénateurs et des PDG, tout ça pour qu'il se sente à l'aise. Je suis devenu de la bouillie d'avoine parce que je pensais qu'il voulait un amour simple et sain. Exactement, a dit Brenda. Maintenant, as-tu reçu les notifications bancaires? Est-ce que le reste des dépôts d'argent du mariage est passé? Ouais, environ 10 000. C'est sur notre compte joint. Bien. Demain, tu en transfères la moitié sur mon compte pour les dépenses de remboursement du mariage. Nous devons vider ce compte joint lentement pour que, quand tu déposeras le divorce, il n'y ait plus rien pour elle. Compris. Et le condo? Tu as les reçus? J'ai le reçu de transfert de mon compte bancaire au vendeur. Ça montre que j'ai payé les 600 000 €. Elle ne peut pas prouver d'où vient cet argent si nous disons que c'était un prêt privé de la famille que je rembourse. Ils étaient si confiants, si incroyablement stupides et confiants. Ils n'avaient aucune idée de la comptabilité légale. Ils n'avaient aucune idée que mon père, retraité, avait une équipe juridique qui dévorait les requins comme eux au petit déjeuner. Bon, lève-toi, a ordonné Brenda. Va te laver le visage. Tu as l'air coupable. Quand elle reviendra, tu dois jouer la comédie. Souris. Parle de l'avenir. Fais-la se sentir en sécurité. Je n'ai vraiment pas envie de coucher avec elle ce soir, maman. Tu dois consommer le mariage. Ça rend l'annulation plus difficile pour elle plus tard si elle tente cette voie. Nous avons besoin que ce soit un divorce pour pouvoir partager les actifs. Très bien, a grogné Preston. Il s'est levé du lit. Le matelas s'est soulevé, soulageant la pression au-dessus de moi. Je vais vérifier le couloir. Peut-être qu'elle pleure dans la cage d'escalier ou quelque chose comme ça. Je m'en vais, a annoncé Brenda. J'ai pris le double des clés dans son sac à main tout à l'heure. Je sortirai toute seule. Elle a pris ma clé. Elle a fouillé dans mon sac à main. Cette violation m'a fait frissonner de la tête aux pieds. J'ai regardé les talons argentés de Brenda cliqueter vers la porte. Les chaussures habillées de Preston ont suivi. Bonne nuit, maman. Merci pour tout. Tout pour mon garçon. Rappelle-toi juste du plan. 1 an, puis tu es libre. La porte s'est refermée avec un clic. Le silence est revenu dans la chambre. Mais ce n'était pas paisible. C'était lourd, chargé de l'énergie de ma vie brisée. J'ai attendu 5 minutes. 10. J'avais besoin d'être sûr qu'ils étaient partis. Lentement, douloureusement, je me suis extraite de sous le lit. Mon corps me faisait mal. Ma belle robe était grise de poussière. Je me suis levé et j'ai vu mon reflet dans le miroir. Mes cheveux étaient ébouriffés. Mon maquillage bavé, mais mes yeux étaient clairs. Je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas crié. Un calme froid et mécanique m'a envahi. C'était le même calme que mon père utilisait lorsqu'il était sur le point de reprendre une entreprise rivale. Je me suis dirigé vers le placard. J'ai enlevé ma robe de mariée, le symbole de ma stupidité, et je l'ai jetée dans le coin. J'ai enfilé un jean et un sweat à capuche que j'avais emballé pour le brunch du lendemain. J'ai attrapé mon sac à main. Brenda avait effectivement pris la clé de rechange de la maison, mais mes clés de voiture étaient toujours là, ainsi que ma carte noire. J'ai ouvert la porte du couloir. Il était vide. Preston devait être descendu au lobby ou au bar pour trouver le courage de coucher avec moi. Je n'ai pas pris l'ascenseur. J'ai pris les escaliers, descendant 12 étages en basket. J'ai fait irruption dans l'air frais de la nuit, j'ai trouvé ma Honda Civic un peu cabossée qui avait un moteur Porsche sous le capot, mon seul petit plaisir, et j'ai quitté le parking à toute allure. Je n'allais pas au condo. Je n'allais pas pleurer dans un hôtel. J'ai tapé un numéro sur le système Bluetooth de ma voiture. « Papa » ai-je dit quand il a répondu à la deuxième sonnerie. « Valérie ? Il est 1h du matin. Est-ce que tout va bien ? » « Non, dis-je, ma voix stable. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai besoin que tu réveilles Justine. Je viens au domaine. On part en guerre. Le trajet vers Buckhead prenait généralement 40 minutes. Je l'ai fait en vain. Je me suis arrêté devant les immenses portails en fer du domaine de mon père. La caméra de sécurité a reconnu ma plaque d'immatriculation et les portails se sont ouverts silencieusement. En montant l'allée sinueuse bordée de chênes centenaires, j'ai senti la mue de Valérie, l'assistante administrative. Je retournais dans mon royaume. Mon père attendait sur le porche, portant sa robe de chambre en soie, un cigare non allumé à la main. À côté de lui, il y avait Justine, ma meilleure amie et l'avocate d'affaires la plus féroce d'Atlanta. Elle était en pyjama mais avait un ordinateur portable ouvert sur la table de jardin. J'ai claqué la portière de la voiture et j'ai monté les marches. Papa m'a regardé, la poussière sur mon sweat à capuche, la raideur de ma mâchoire, et il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a juste ouvert ses bras. Je l'ai serré dans mes bras, et pendant exactement 10 secondes, je me suis autorisé à être une petite fille. J'ai laissé échapper un sanglot. Puis je me suis reculé. Ils ont tout planifié, ai-je dit, ma voix nette. Preston, sa mère et Kendra. Ils veulent le condo. Ils veulent vider les comptes. Kendra est enceinte, a lâché Justine. Enceinte le jour de ton mariage ? Oui, j'ai tout enregistré. J'ai posé mon téléphone sur la table en verre et j'ai appuyé sur lecture. Dans l'air calme de la nuit, la voix de Brenda semblait encore plus démoniaque. Nous avons tout écouté, le commentaire sur la bouillie d'avoine, le plan pour me rendre misérable, le détournement de l'argent du mariage. Quand ce fut terminé, le visage de mon père était un masque de fureur. Il a cassé le cigare non allumé en deux. « Je vais l'enterrer », a-t-il grondé. « Je vais acheter l'entreprise pour laquelle il travaille et le virer. Je ferai expulser cette mère de famille d'ici midi. » Non, ai-je dit. C'est trop rapide. C'est trop facile. J'ai regardé Justine. Si on attaque maintenant, ils jouent les victimes. Ils diront que je suis une femme folle et jalouse. Ils pourraient même essayer de se battre pour le condo, en invoquant des contrats verbaux ou une absurdité du genre. Je veux les écraser complètement. Je veux qu'ils pensent avoir gagné. Et ensuite, je veux retirer le tapis si fort qu'ils ne se relèveront jamais. Justine s'est craqué les doigts, un sourire cruel s'étalant sur son visage. J'aime où ça va. C'est quoi le plan ? D'abord, ai-je dit, le condo. Ils pensent avoir une réclamation parce que l'argent a transité par son compte. Nous devons verrouiller ça. Facile, a dit Justine en tapant furieusement. Puisque l'acte est à ton nom, nous créons un accord postnuptial. On le présente comme une exigence d'assurance. On dit à Preston que parce que le bâtiment présente des risques élevés, l'assurance exige un titulaire de titre clair pour minimiser les risques. On glisse une clause qui renonce à tout son intérêt matrimonial dans la propriété en échange, disons, d'une prime d'assurance plus basse. Il est cupide, ai-je ajouté. Si on lui dit que ça lui économise 500 € par mois, il signera sans lire. Fait, a dit Justine. J'aurai les papiers prêts pour le matin. Tu lui diras que c'est une procédure standard.
Ensuite, a dit mon père, les finances. Tu dois séparer tes actifs. Je dois vider le compte joint avant qu'il ne le fasse. Mais je ne peux pas paraître suspecte. Laisse le compte joint, a conseillé Justine. Laisse-le prendre l'argent du mariage. C'est l'appât. Mais nous devons vérifier son historique de travail. S'il est si malhonnête avec toi, il est malhonnête ailleurs. Papa a pris son téléphone. Je demanderai à mon détective privé d'enquêter en profondeur sur les chiffres de vente et les dépenses de Preston dans sa firme. S'il nous détourne de l'argent, il écrème probablement aussi chez eux. Et le bébé, ai-je dit, ma voix baissant. Nous avons besoin de preuves. Un test ADN, a demandé Justine. Non, ça prend trop de temps. Je dois m'approcher de Kendra. Il faut qu'elle l'admette. Tu vas retourner là-bas, a demandé papa, l'air inquiet. Valérie, tu n'es pas obligée. Tu peux rester ici. On pourra lui signifier les papiers demain matin. Non, je me suis levé. Il m'a traité de bouillie d'avoine. Il pense que je suis stupide. Il pense que je suis faible. Je vais y retourner, agir comme la femme idiote et maladroite qu'il pense que je suis. Je vais faire de sa vie un enfer pendant le mois prochain. Et je vais rassembler assez de preuves pour l'envoyer en prison, pas juste au tribunal des divorces. J'ai regardé le soleil commencer à teinter l'horizon de violet. Il voulait une petite campagnarde, ai-je dit. Il est sur le point de découvrir qu'il a épousé un piège à rats. Je suis retourné à l'hôtel juste au moment où le soleil se levait. Je me suis faufilé dans les escaliers, j'ai remis mon pyjama et j'ai ébouriffé mes cheveux. Je me suis glissé dans le lit à côté de Preston. Il sentait le champagne éventé et la tromperie. Il a remué, ouvrant un œil. Val, a-t-il grommelé. Où étais-tu? Je n'arrivais pas à dormir, ai-je murmuré, en lui adressant un grand sourire vide. J'étais juste si excité pour notre avenir, chérie. J'étais en bas à planifier notre vie. Il a grogné et s'est retourné, me tournant le dos. C'est gentil, bébé. Va dormir. J'ai fixé l'arrière de sa tête. Dors bien, Preston. C'est le dernier repos paisible que tu auras jamais. Le lendemain matin, la performance d'une vie a commencé. Je me suis réveillé avant Preston et j'ai commandé le service en chambre. Les articles les plus chers du menu. Bénédictine au homard, frites à la truffe, champagne. Quand l'addition est arrivée, j'ai signé chambre 402 avec une fioriture. Preston s'est réveillé en se frottant les yeux. Ouah, c'est quoi tout ça? Petit déjeuner de fête, ai-je gazouillé. Je me suis dit que, puisque nous avons tout cet argent du mariage, nous devrions nous faire plaisir. Preston a tressailli. Ah, Val, nous devons faire attention avec cet argent. Maman, je veux dire, nous avions convenu d'économiser pour les jours de pluie. Oh, ne sois pas un rabat-joie. J'ai mis une fraise dans ma bouche. J'ai aussi réservé un massage pour couple au spa. C'est 600 € non remboursables. Sa mâchoire s'est serrée. Je pouvais le voir soustraire mentalement 600 € de l'argent qu'il prévoyait de voler pour Brenda. Valérie, tu aurais dû me demander. Mais je suis ta femme. L'argent de mon mari n'est-il pas mon argent? J'ai battu des cils innocemment. Au fait, j'ai accidentellement fait tomber ton téléphone dans le seau à glace. Il est dans du riz maintenant. Tu as quoi? Il est sorti du lit en catastrophe. Je ne l'avais pas fait tomber, bien sûr, mais j'avais désactivé l'identification par empreinte digitale pendant qu'il dormait pour pouvoir y accéder plus tard. Nous avons emménagé dans le condo 2 jours plus tard. C'est là que j'ai poussé le curseur à 10. Brenda est venue inspecter les lieux. Elle est entrée comme si elle était la propriétaire, passant son doigt sur les comptoirs. Cet endroit est poussiéreux, a-t-elle critiqué. Valérie, tu dois être plus diligente. Oh, Brenda, je suis si contente que tu sois là, me suis-je exclamé. J'ai décidé de faire la lessive, mais cette machine est si compliquée. Je l'ai conduite à la buanderie. À l'intérieur de la machine à laver, tournant dans de l'eau chaude et de l'eau de javel puissante, se trouvait son bien le plus précieux, un manteau vintage en fausse fourrure qu'elle avait laissé dans le studio de Preston, que j'avais serviablement rapporté pour nettoyer. Est-ce mon manteau? A crié Brenda. Oui, je voulais te surprendre en le nettoyant, ai-je rayonné.
Elle a arraché la machine. L'eau s'est répandue partout. Elle a sorti un amas de fourrure grise, trempée et feutrée, qui ressemblait à un rat noyé. Idiote, a-t-elle hurlé. C'est nettoyage à sec seulement. Ça a coûté 2000 €. Oh non. J'ai commencé à verser de fausses larmes. Je voulais juste aider. L'étiquette était si petite. Preston a accouru. Qu'est-ce qui se passe? Elle a ruiné mon manteau, a hurlé Brenda. Regarde ça. Je suis désolé, ai-je sangloté, en enterrant mon visage dans la poitrine de Preston. Je suis juste une fille simple. Je ne connais rien au manteau chic. Preston a regardé sa mère, puis moi. Il était furieux, mais il s'est souvenu du plan. Il devait me garder heureuse. C'est un accident, maman, a-t-il dit à travers les dents serrées. C'était un accident. Val ne savait pas. C'est un boulet, a sifflé Brenda en sortant en trombe avec son manteau mouillé. Cette nuit-là, pendant que Preston bouillait sur le canapé, j'ai sorti les documents que Justine avait préparés. Chérie, ai-je dit en reniflant, je me sens si mal pour le manteau. Je veux m'assurer de ne plus faire d'autres erreurs. La compagnie d'assurance a envoyé ça aujourd'hui. Ils ont dit que, parce que le condo est de grande valeur, la police de responsabilité civile est énorme. J'ai fait une pause pour les faits. Mais si tu signes cette décharge disant que tu n'es pas le propriétaire principal, la prime baisse de 500 € par mois. Comme je t'ai fait perdre de l'argent aujourd'hui, je me suis dit qu'économiser ici aiderait. Les yeux de Preston se sont allumés à l'idée de 500 € par mois. Laisse-moi voir. Il l'a survolé. C'était épais, plein de jargon juridique. Il a vu les mots décharge de responsabilité d'assurance en haut que Justine avait intelligemment mis en gras et a manqué le paragraphe sur la renonciation à tous les intérêts matrimoniaux sur les biens immobiliers. Ouais, ok, a-t-il dit en saisissant un stylo. Au moins, tu essaies de réparer tes bêtises. Il a signé. J'ai regardé l'encre sécher. Clic. Le piège s'est refermé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai été une tornade d'incompétence. Je cuisinais le dîner tous les soirs, mais j'utilisais accidentellement du sel au lieu du sucre dans son café. J'ai rétréci ses pulls en cachemire préférés. J'ai oublié de payer la facture d'Internet, donc il n'a pas pu jouer à ses jeux vidéo pendant 3 jours. Je le rendais fou. Et plus il était agacé, plus il courait vers Kendra. Je l'ai suivi. Mon père détective privé avait installé un GPS sur la voiture de Preston. Chaque fois que Preston disait qu'il travaillait tard, il était chez Kendra. Une nuit, il est rentré à la maison avec une odeur de son parfum, une odeur de vanille bon marché. Le travail était brutal, a-t-il soupiré en s'allongeant. Tu travailles si dur, ai-je dit en massant ses épaules. Tu mérites une pause. Pourquoi ne ferions-nous pas un dîner? Un quoi? Un dîner pour ta famille? Ta mère est toujours en colère à cause du manteau. Je veux me faire pardonner. Inviter tout le monde. Brenda, tes cousins, et Kendra aussi. C'est ta meilleure amie, n'est-ce pas? Preston a hésité. Je ne sais pas, Val. Tu n'es pas exactement un chef étoilé. Je vais m'entraîner, ai-je promis. S'il te plaît. Je veux leur montrer que je peux être la femme parfaite. Il a souri. Je savais ce qu'il pensait. Laisse-la s'embarrasser elle-même. Ça rendra le récit du divorce plus facile. Tout le monde verra qu'elle est incompétente. Très bien, a-t-il dit. Samedi prochain, mais ne te plante pas. Je ne le ferai pas. J'ai souri. Je n'oublierai pas. La liste d'invités s'est rapidement allongée. Brenda, apparemment impatiente de témoigner d'un autre de mes échecs, a invité sa sœur, ses 2 nièces commères, et bien sûr, Kendra. Ce serait une maison pleine de gens qui me méprisaient. Justine est venue pendant que Preston était au travail pour m'aider à préparer. En réalité, nous installions de minuscules caméras dans le salon et la salle à manger. Tu es sûr de ça? A demandé Justine en vérifiant le flux sur sa tablette. Ça va être brutal. J'ai besoin de témoins, ai-je dit, en coupant des oignons avec une précision agressive. J'ai besoin qu'ils disent les pires choses possibles devant la caméra, et j'ai besoin de confirmer la grossesse. Le jour de la fête, je me suis réveillé tôt.
Je suis allé au magasin et j'ai acheté les ingrédients les moins chers, de la pire qualité possible. Du bœuf haché gras, des légumes flétris, un carton de vin à 9 €. Je suis aussi allé dans la salle de bain pendant que Preston prenait sa douche. J'ai fouillé dans son sac de sport celui qui l'emmenait au travail, mais qui l'emmenait en fait chez Kendra. À l'intérieur, caché dans une poche latérale, se trouvait un reçu de pharmacie. Vitamine prénatale. Date, hier. Je t'ai eu. J'ai mis le reçu dans ma poche. Les invités ont commencé à arriver à 18 h. Brenda est entrée la première, portant une nouvelle robe que je soupçonnais avoir été achetée avec l'argent du remboursement du mariage que Preston lui avait transféré. Eh bien, a-t-elle reniflé en regardant autour d'elle. Au moins, tu as balayé le sol cette fois. Bienvenue, Brenda, ai-je gazouillé en lui tendant un verre de vin bon marché. Elle a pris une gorgée et a grimacé. Qu'est-ce que c'est que ce vinaigre? C'est un mélange artisanal, ai-je menti. Puis est venue Kendra. Elle est entrée en tenant le bras de Preston un peu trop serré. Elle portait une robe ample, essayant de cacher sa petite bosse, mais j'ai vu la façon dont elle posait inconsciemment sa main sur son estomac. « Salut, Valérie », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « La maison est confortable. »« Salut, Kendra. Tellement heureuse que tu aies pu venir. »« Tu es rayonnante », ai-je dit en fixant directement son abdomen. Elle a tressailli et a retiré sa main. Preston s'est interposé. « Ok, on prend un verre ?» Je meurs de faim. Je suis allé à la cuisine. Le menu de la nuit, rôti de bœuf caoutchouteux trop cuit, purée de pommes de terre avec des grumeaux, et une salade qui n'était faite que de tiges de laitue iceberg. Pendant que je travaillais, j'écoutais le moniteur de la caméra du salon. « Mon Dieu, ce vin est de la piquette », a dit Brenda. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait épousée, même pour l'argent. « Chut, maman », a chuchoté Preston. Juste quelques mois de plus, puis on récupère le condo, on le vend, et on a la grande maison en banlieue. Je déteste me cacher, a chuchoté Kendra. Mon dos me fait mal. Je veux pouvoir poster des photos de nous. Bientôt, bébé. Dès qu'on aura renvoyé la petite campagnarde dans son parc à roulotte, Harry Preston. Je me tenais dans la cuisine, agrippant le bord du comptoir. Mes articulations sont devenues blanches. Campagnarde. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti l'assaisonnement spécial que j'avais préparé. Ce n'était pas du poison, je n'étais pas une criminelle, mais c'était une quantité très libérale de sel et de vinaigre pour la sauce. À table, ai-je appelé joyeusement. Nous nous sommes tous assis. La table était dressée. Les singes savants, les nièces de Brenda, ricanant devant mes serviettes dépareillées. Alors, Valérie, a commencé Brenda, en piquant la viande caoutchouteuse, Preston nous dit que tu penses prendre des cours de cuisine. Clairement, tu n'as pas encore commencé. La table a éclaté de rire. Preston a ri avec eux, serrant la main de Kendra sous la table. En fait, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement, superbe jeu d'actrice, j'ai essayé très dur pour ça. Essayer n'est pas faire, chérie, a dit Kendra en ricanant. Certaines femmes sont faites pour être épouses, et d'autres non. C'est ça, ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. Et qu'est-ce qui fait une bonne épouse, Kendra? Coucher avec le mari de quelqu'un d'autre? La table est devenue silencieuse. Pardon, a halté Kendra. Oh, désolé. J'ai ri nerveusement. Je voulais dire être solidaire. Passe-moi les pommes de terre. Preston m'a lancé un regard noir. Valérie, ne sois pas bizarre. Je ne suis pas bizarre, ai-je dit en me levant pour verser plus de vin. Je me suis dirigé vers Kendra. J'admire juste votre amitié. C'est si fusionnel. J'ai trébuché sur le tapis. Le verre de vin rouge a volé de mes mains. Il a éclaboussé directement sur les genoux de Kendra. Ah, a-t-elle crié en sautant. Le liquide rouge a trempé sa robe, s'agrippant à son ventre, révélant la courbe indubitable d'un ventre de femme enceinte. Oh mon Dieu, ai-je crié. Je suis si maladroite. Espèce de salope, a crié Kendra, oubliant son numéro. Regarde ce que tu as fait. C'est de la soie. Calme-toi, Kendra, a crié Preston en se précipitant à ses côtés,
attrapant des serviettes pour tamponner son ventre. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que le bébé va bien? Silence. Un silence total, absolu. Preston s'est figé. Il a réalisé ce qu'il venait de dire. Il s'est lentement tourné pour me regarder. Brenda m'a regardé. Kendra m'a regardé. Je ne pleurais pas. Je ne m'excusais pas. J'étais debout au bout de la table. Et pour la première fois depuis des mois, je ne souriais pas. L'air dans la pièce était si épais qu'on aurait pu s'étouffer. Les mots « est-ce que le bébé va bien » flottaient en suspens entre nous comme une grenade dont on venait de retirer la goupille. Le visage de Preston est passé de la panique à la terreur pâle. Il a bégayé, je voulais dire est-ce qu'elle est eux. Preston veut dire, est intervenue Brenda bruyamment, en se levant pour protéger son fils. Est-ce qu'elle va bien? Tu sais à quel point Kendra est fragile. Espèce d'idiote maladroite, Valérie. Regarde ce désordre. Elle a pointé un long doigt accusateur vers moi. Tu es inutile. Inutile. Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas nettoyer. Et maintenant, tu agresses nos invités. J'avais dit à Preston qu'il faisait une erreur en épousant une ordure comme toi. D'habitude, c'était le moment où je me recroquevillais, où je m'excusais et courais à la cuisine chercher des serviettes. Au lieu de cela, j'ai ramassé ma serviette et j'ai calmement essuyé une goutte de vin sur ma main. Assieds-toi, Brenda, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était froide. Zéro absolu. Pardon? Brenda a cligné des yeux, choquée par le ton. J'ai dit, assieds-toi. J'ai regardé Preston. Et toi, éloigne-toi de son ventre. On sait tout ce qu'il y a dedans. Valérie, tu es ivre, a dit Preston, essayant de reprendre le contrôle. Il a bombé le torse en utilisant sa voix de chef de famille. Va dans ta chambre. On discutera de ça plus tard. Non, on va en discuter maintenant, ai-je dit. Je me suis dirigé vers le buffet où le système stéréo était connecté. J'ai ramassé le micro que Preston utilisait pour le karaoké, son hobby préféré. Qu'est-ce que tu fais? A sifflé Kendra en agrippant sa robe imbibée de vin. Tu es folle. Peut-être. J'ai souri. Crazy Rich. Ils avaient l'air confus. Vous voyez, ai-je commencé en marchant lentement autour de la table comme un requin tournant autour d'un bateau en train de couler. Au cours des 2 derniers mois, je vous ai tous écoutés. J'ai écouté Brenda me traiter de paysanne. J'ai écouté Preston me traiter de bouillie d'avoine. J'ai écouté Kendra rire en disant comment elle allait redécorer ma chambre d'enfant. Tu écoutais, a demandé Preston, sa voix tremblante. Oh, chérie. Je faisais bien plus qu'écouter. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti le reçu des vitamines prénatales. Je l'ai claqué sur la table. Walgreen. Daté d'il y a 2 jours. Acheté par Preston Ramos. Vitamines prénatales. La bouche de Preston s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Et ça? J'ai sorti la décharge d'assurance qu'il avait signée. Tu te souviens de ça, Preston? Le truc d'assurance? C'est un accord postnuptial, ai-je dit clairement. En le signant, tu as volontairement renoncé à tous les droits sur cette propriété. Tu as admis que 100% des fonds utilisés pour l'acheter étaient les miens, et que tu n'as aucune réclamation dessus en cas de divorce. Tu as signé le condo, Preston. Tu as signé ton ticket gagnant pour 500 € par mois. Le visage de Brenda est devenu violet. Tu l'as piégé. Ça ne tiendra pas devant le tribunal. Oh, si, ai-je dit. Mon avocate Justine, tu sais, celle que tu as traitée d'avocate de second ordre, est en réalité une associée principale chez Darby et Associates. Elle a blindé ce document. On s'en fout, a hurlé Kendra. Preston te quitte de toute façon. Il m'aime. On va former une famille et tu finiras toute seule avec tes chats. La première? J'ai ri. Preston, dis-leur d'où tu as obtenu l'argent pour la voiture de Kendra, pour la nouvelle robe de Brenda, et pour ce remboursement de mariage. Preston transpirait abondamment maintenant. J'ai économisé sur mes commissions. Non, ai-je dit. Tu les as volés dans les comptes de Titan Construction. Tu as gonflé les factures.
Tu pensais que personne ne remarquerait parce que Titan est une énorme entreprise. Et alors, a crié Brenda. Titan n'est au courant de rien. Je me suis dirigé vers la porte. J'ai posé ma main sur la poignée. C'est la partie la plus drôle, ai-je dit en les regardant. Vous n'avez vraiment pas fait de vérification sur moi, n'est-ce pas? Vous avez supposé que Valérie n'était que Valérie. De quoi tu parles, a murmuré Preston. Mon nom de famille n'est pas juste Smith, ai-je dit. C'est Smith Vanderbilt. Mon père est Robert Smith, le PDG et propriétaire de Titan Construction. Le silence, cette fois, était lourd. C'était le bruit de 3 mondes entrant en collision et se brisant simultanément. Brenda a grippé le bord de la table pour se soutenir. Non, c'est un mensonge. Ton père est un retraité en Floride. Il est en Floride en ce moment même. J'ai hoché la tête. Sur son yacht. Preston avait l'air sur le point de s'évanouir. Il avait volé la fille du propriétaire de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Tu es l'héritière, a couiné Preston. Oui, ai-je dit. Et la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas viré immédiatement, c'est parce que je voulais voir jusqu'où allait la pourriture. Et waouh, vous êtes pourri jusqu'à la moelle. Valérie, bébé, Preston a fait un pas en avant, les mains levées. Attends. On peut t'expliquer. D'abord, j'étais confus. Maman m'a forcé. N'ose même pas blâmer ta mère, a hurlé Brenda, mais ses yeux cherchaient partout une sortie. C'est trop tard pour les explications, ai-je dit. J'ai les dossiers de détournement de fonds. J'ai l'audio de vous conspirant pour m'escroquer. J'ai la preuve d'adultère. J'ai tapé sur le micro. Et juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure qui résonnait à travers la pièce, je veux que vous entendiez exactement ce que j'ai entendu le soir de mon mariage. Juste pour que vous sachiez que je ne me suis pas caché sous le lit pour rien. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté au haut-parleur Bluetooth. La pièce s'est remplie de statique, puis la voix de Brenda a retenti, forte et claire. La fille est une simplette. Nous réclamerons le condo. Elle n'a aucune idée qu'elle n'est qu'un substitut glorifié. Brenda s'est couvert les oreilles. Kendra a commencé à pleurer. Preston s'est effondré dans sa chaise, mettant sa tête entre ses mains. Mais je n'en avais pas fini. L'enregistrement a continué. Ma voix passée, terrifiée, cachée sous le lit, était silencieuse, mais la voix de Brenda remplissait la salle à manger avec une clarté toxique. Preston semblait rétrécir physiquement. Il restait affalé dans sa chaise, son visage un masque de cendre grise. Kendra sanglotait maintenant, des hoquets bruyants et les qui faisaient couler son mascara sur ses joues. Mais Brenda, même acculée comme un rat, essayait de montrer les dents. « Éteins ça !» a crié Brenda, se jetant sur le téléphone. « C'est illégal. Tu ne peux pas enregistrer les gens sans leur consentement. C'est irrecevable. » J'ai arraché le téléphone avant que ses mains griffues ne puissent l'atteindre. En fait, Brenda, ai-je dit, ma voix dominant le chaos, la Géorgie est un État à consentement unilatéral. Tant qu'une personne dans la conversation sait qu'elle est enregistrée en moi, c'est tout à fait légal et tout à fait recevable. La porte d'entrée, que j'avais déverrouillée à distance quelques instants plus tôt, a volé en éclats. Des bottes lourdes ont martelé le parquet. Des lumières bleues ont flashé à travers la fenêtre, rebondissant sur les murs du condo qu'il pensait posséder. Justine est entrée la première. Elle ne portait pas de pyjama cette fois. Elle était dans un costume anthracite tranchant, tenant un dossier en cuir comme une arme. Derrière elle se trouvaient 2 policiers en uniforme et un détective que je connaissais grâce à mon père, le détective Miller, de la brigade de fraude. Preston Ramos, a annoncé le détective Miller, sa voix tonnant. Vous êtes en état d'arrestation. Preston s'est précipité, renversant sa chaise. Arrestation pourquoi? Je n'ai rien fait. C'est un litige domestique, pas pour l'adultère. Monsieur Ramos, a dit Justine en s'avançant avec un sourire qui pouvait couper le verre, bien que ce soit un motif pour le dépôt de divorce immédiat que j'ai juste ici non. Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié, détournement de fonds corporatifs et fraude contre Titan Construction. Quoi, a couiné Preston. Nous avons audité vos comptes, Preston, ai-je dit en m'appuyant contre la table. Vous n'avez pas juste dépensé vos commissions.
Vous avez créé 3 comptes fournisseurs bidons sous le nom de BR Consulting Brenda Ramos Consulting, je suppose. Vous avez approuvé des factures pour des matériaux jamais livrés sur les sites de Titan. Vous avez détourné plus de 50 000 € rien qu'au cours des 6 derniers mois. Brenda est devenue pâle. Je ne savais pas d'où venait l'argent. Il m'a dit que c'était une prime. Les chèques étaient déposés directement sur votre compte personnel, Madame Ramos, a dit le détective Miller en sortant une paire de menottes. Et nous avons les traces de vous l'instruisant par SMS sur la façon de structurer les dépôts pour éviter les signalements de l'IRS. Cela fait de vous une complice et une co-conspiratrice dans le blanchiment d'argent. Non, a crié Brenda alors que l'officier s'avançait vers elle. Je suis une femme respectable. Vous ne pouvez pas me toucher. L'officier ne s'intéressait pas à son statut social. Il l'a fait tourner. Le son du clic des menottes fut la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Preston, a pleuré Kendra en agrippant son ventre. Fais quelque chose. Tu as dit que tu prendrais soin de nous. Preston a regardé Kendra, puis sa mère, puis moi. La police lui mettait maintenant les menottes, tirant ses bras derrière son dos. Valérie, a-t-il plaidé, les larmes coulant sur son visage. Valérie, s'il te plaît, parle à ton père. Dis-lui d'abandonner les poursuites. Je signerai tout ce que tu veux. Je quitterai la ville. Juste ne me laisse pas aller en prison. J'ai peur de la prison. Val, tu sais que j'ai de l'asthme. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Le beau visage dont j'étais tombé amoureuse avait l'air pathétique. Un homme faible qui a essayé de jouer le jeu d'un homme fort et qui a perdu. Je suis désolé, Preston, ai-je dit doucement. Mais la bouillie d'avoine n'a pas le pouvoir d'arrêter une enquête criminelle. Tu t'es fait ça tout seul. Alors qu'il l'entraînait vers la porte, il m'a regardé une dernière fois. L'arrogance avait disparu, remplacée par une terreur pure. Brenda criait toujours à propos de ses droits, sur le fait que c'était une erreur, sur le fait qu'elle connaissait le maire. Elle ne le connaissait pas. Justine m'a remis un dossier, les papiers de divorce et l'avis d'expulsion pour les occupants non autorisés. Je me suis dirigé vers Kendra. Elle était la seule à ne pas être menottée, tremblant dans sa robe tachée de vin. Tu as 5 minutes pour partir, lui ai-je dit. Prends ton sac. Prends tes mensonges. Si tu n'es pas parti, je porte plainte pour intrusion. Mais il m'avait promis, a-t-elle murmuré en regardant la porte vide. Il m'avait promis aussi, ai-je dit. C'est un menteur, Kendra. Tu es juste la prochaine victime. Cours pendant que tu peux. Elle s'est précipitée dehors sans regarder en arrière. La pièce est retombée dans le silence. L'orage était passé, laissant derrière lui les débris d'une vie fausse. J'étais là, entouré des restes du dîner terrible, des chaises renversées et de l'écho de la justice. Mon cœur battait, non pas par peur, mais par adrénaline. J'ai regardé Justine, qui m'a adressé un lent signe de respect. C'était ça, le moment où je reprenais ma vie en main. Si vous écoutez toujours, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes incroyable et que vous m'avez accompagné tout au long de ce voyage. Votre aide est un encouragement immense. Commentez un pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, écoutez la suite. Les jours suivant l'arrestation furent un flou de requêtes juridiques et de démantèlement logistique. Alors que Preston croupissait dans une cellule, incapable de payer la caution car ses actifs étaient gelés, je me suis mise au travail pour l'effacer de ma vie. La première étape fut la purge physique. Je ne voulais plus du condo. Il était souillé. J'ai engagé une équipe pour emballer tout ce qui m'appartenait. Quant aux affaires de Preston, ses vêtements, sa console de jeux adorée, sa collection de baskets en édition limitée achetée avec de l'argent volé, je ne les ai pas brûlés. Cela aurait été dramatique, mais illégal. Au lieu de cela, je les ai fait mettre en boîte et envoyer à la seule adresse qu'il lui restait, la petite maison encombrée de Brenda. Mais Brenda n'était pas là pour les recevoir. Il s'est avéré que sa situation financière était encore plus précaire que nous le pensions. Elle avait hypothéqué sa maison jusqu'à la garde avec des 2e et 3e prêts pour financer son style de vie et ses apparences. Avec les frais juridiques pour sa défense et la coupure soudaine des fonds volés par Preston, le château de cartes s'est effondré. Justine m'a appelé une semaine après l'arrestation. Tu vas vouloir entendre ça, a-t-elle dit,
sa voix satisfaite. La banque a saisi la maison de Brenda hier. Elle est sous caution, mais elle n'a nulle part où aller. Elle a essayé d'emménager dans un motel, mais ses cartes de crédit sont au plafond. Où est-elle? Ai-je demandé en regardant par la fenêtre du domaine de mon père. Elle loge chez sa sœur. Tu sais, celle qui riait de tes serviettes. Apparemment, ça ne se passe pas bien. La sœur l'a fait dormir sur un canapé lit au sous-sol. Une satisfaction sinistre s'est installée dans ma poitrine. La femme qui s'était moquée de mon père retraité vivait maintenant la réalité pour laquelle elle avait essayé de se moquer de moi. Puis vint l'audience de divorce. Ce fut rapide et brutal. Preston est apparu par lien vidéo depuis le centre de détention. Il avait l'air terrible, non rasé, des cernes sombres sous les yeux, portant une combinaison orange qui jurait horriblement avec son teint. Quand la juge a demandé s'il contestait le divorce ou la validité de l'accord postnuptial, Preston a juste secoué la tête. « Non, votre honneur », a-t-il marmonné. « Monsieur Ramos », a dit sévèrement la juge. « Vous avez admis avoir signé une renonciation à tout intérêt dans la propriété au 405 Highland Avenue. Vous avez également admis l'adultère. » Le plaignant a fourni des preuves étendues. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Preston a regardé la caméra. Pendant une seconde, nos yeux se sont rencontrés à travers la fracture numérique. « J'ai fait une erreur », a-t-il murmuré. « Vous avez commis plusieurs crimes », l'a corrigé la juge. Divorce prononcé. Le plaignant conserve tous les actifs. Vous êtes condamné à payer les frais de justice. Bien sûr, il ne pouvait pas payer. J'ai absorbé le coût. Une taxe de stupidité finale pour avoir fait confiance au mauvais homme. Kendra ne s'en est pas mieux sortie. Sans le soutien de Preston, et avec le scandale de l'arrestation dans les journaux locaux, elle a perdu son emploi dans la boutique où elle travaillait. Les rumeurs allaient bon train dans notre petit cercle social. Elle a essayé de me contacter une fois, envoyant un long email décousu, blâmant Preston pour l'avoir manipulée, disant qu'elle était aussi une victime. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré l'email à l'avocat de la défense de Preston. Qu'il s'entre-dévore. Le clou final dans le cercueil fut la sentence pour le détournement de fonds. Mon père, Robert, a pris la parole pour une déclaration sur l'impact sur la victime. Il n'a pas crié. Il se tenait droit, ressemblant à chaque centimètre au titan de l'industrie qu'il était. La confiance est la monnaie des affaires, a dit papa, sa voix résonnant dans la salle d'audience. Monsieur Ramos n'a pas seulement volé de l'argent, il a volé la confiance. Il est entré dans ma famille sous de faux prétextes, a ciblé ma fille et a utilisé mon entreprise comme sa tirelire personnelle. Il n'est pas une victime des circonstances. C'est un prédateur qui s'est fait prendre. Preston a pris 5 ans. Brenda a pris 2 ans de probation et de travaux d'intérêt général, en grande partie parce qu'elle a témoigné contre son propre fils pour sauver sa peau. Ce fut la trahison finale. Brenda a jeté Preston sous le bus, affirmant qu'il l'avait forcé à blanchir l'argent. J'ai regardé le visage de Preston pendant que sa mère témoignait contre lui. Le regard de dévastation totale était presque suffisant pour me faire pitié. Presque. Après la sentence, je suis sorti du palais de justice. Le soleil brillait. L'air était vif. Je prenais une profonde inspiration, remplissant mes poumons d'oxygène qui ne sentaient pas le mensonge ou l'eau de Cologne bon marché. J'étais divorcé. J'étais célibataire. J'avais 30 ans. Je suis monté dans ma voiture, ma vraie voiture cette fois une élégante Mercedes décapotable que j'avais gardée au stockage. J'ai décapoté. En m'éloignant, laissant le palais de justice et la famille Ramos dans le rétroviseur, je me suis senti plus légère que depuis des années. La fille poussiéreuse et effrayée sous le lit avait disparu. À sa place se trouvait une femme forgée dans le feu. Mais le feu avait laissé des brûlures, et guérir ces brûlures prendrait beaucoup plus de temps que la vengeance. 3 ans ont passé. La vengeance est comme une poussée de sucre, intense, satisfaisante, mais suivie d'un crash. Une fois que l'adrénaline de la destruction de Preston et Brenda s'est dissipée, je me suis retrouvé avec les débris silencieux de mes propres problèmes de confiance. Je me suis plongé dans le travail. J'ai arrêté de me cacher. J'ai rejoint Titan Construction officiellement, non pas comme assistante, mais comme directrice des opérations. Je portais mon nom, Valérie Smith Vanderbilt, comme une armure. Je travaillais 16 heures par jour,
transformant Titan en un empire encore plus grand. Je suis devenu connu comme la reine des glaces dans la salle du conseil, efficace, brillante et totalement inaccessible. Les rendez-vous? Oubliez ça. Les hommes étaient des passifs. Chaque fois qu'un homme me souriait, je me demandais ce qu'il voulait. Me voyait-elle, moi, ou voyait-il le compte en banque? Voyait-il une partenaire ou un tremplin? Mon seul réconfort était la musique. J'avais joué du piano enfant, mais j'avais arrêté quand j'avais rencontré Preston parce qu'il disait que la musique classique était ennuyeuse. Maintenant, j'ai acheté un Steinway à queue pour ma nouvelle maison, un sanctuaire de verre moderne surplombant la rivière, loin du condo souillé. Chaque nuit, je jouais du Chopin, du Rachmaninoff. Je versais ma colère, mon chagrin et ma solitude dans les touches. Un soir, mon père m'a convaincu d'assister à un gala de charité pour les arts. Je ne voulais pas y aller. Je détestais ces événements. Des sourires hypocrites, du champagne cher et des gens qui pitchent des idées business. Juste une heure, Val, a dit papa en ajustant son smoking. C'est pour la symphonie. Tu aimes la symphonie? Alors, j'y suis allé. Je me tenais dans le coin, sirotant une eau pétillante, vérifiant mes emails sur mon téléphone, attendant que le temps politiquement correct passe avant de pouvoir m'échapper. Tu as l'air de préférer un traitement de canal, a dit une voix à côté de moi. Je me suis raidi. Mon masque de reine des glaces s'est mis en place. Je me suis retourné lentement. Debout là, il y avait un homme, grand, aux épaules larges, portant un smoking qui allait bien mais qui semblait un peu vécu. Il avait des cheveux sombres en désordre et des yeux couleur d'ambre chaud. En fait, ai-je dit froidement. Je préférerais un audit. Les traitements de canal prennent trop de temps. Il a ri. Ce n'était pas un rire de société polie. C'était un son profond et authentique qui plissait le coin de ses yeux. Je suis Marshall, a-t-il dit en tendant la main. Je suis l'architecte qui a conçu la nouvelle aile du musée. Je me cache actuellement d'un donateur qui veut discuter de la décoration des salles de bain. J'ai hésité, puis j'ai serré sa main. Sa prise était ferme, chaude et rugueuse. Callosité. Ce sont des mains qui travaillaient, pas juste des mains qui signaient des chèques. Valérie, ai-je dit brièvement. Valérie, a-t-il répété. Eh bien, Valérie, puisque nous nous cachons tous les deux, tu veux voir quelque chose de cool? L'acoustique dans le hall principal est incroyable quand c'est vide. Contre mon meilleur jugement, je l'ai suivi. Nous nous sommes faufilés dans la salle de concert principale pendant l'entracte du quatuor. La scène était vide, à l'exception d'un long piano à queue. Vas-y, a dit Marshall en désignant le piano. J'ai vu tes doigts tressaillir pendant que le quatuor jouait. Tu joues, n'est-ce pas? Je n'ai pas joué en public depuis des années. Il n'y a pas de public ici. Juste moi et les fantômes de Mozart. Je me suis assise. J'ai touché les touches et j'ai joué. J'ai joué un nocturne qui était plein de nostalgie et de chagrin. La musique a enflé, remplissant la vaste salle vide, faisant écho sur le bois et le velours. J'ai fermé les yeux, oubliant où j'étais, oubliant la trahison, oubliant la peur. Quand j'ai fini, le silence a flotté dans l'air. J'ai ouvert les yeux. Marshall m'observait. Il ne regardait pas mes bijoux. Il ne regardait pas ma robe. Il regardait mon visage avec une expression d'émerveillement pur. C'était il a commencé, sa voix épaisse d'émotion. C'était la chose la plus triste et la plus belle que j'ai jamais entendue. Qui t'a blessé, Valérie? La question était si directe, si inattendue que j'ai tressailli. Ça ne te regarde pas, ai-je lancé en me levant brusquement. Les murs se sont relevés. Je dois y aller. Attends, a-t-il crié alors que je m'éloignais rapidement de la scène. Laisse-moi t'inviter à dîner. Un vrai dîner, pas ces petits amuse-bouches. Non, ai-je dit en marchant plus vite. Je ne sors pas avec des gens. Je ne demande pas un rendez-vous, a-t-il dit en trottinant pour me rattraper. Je demande à connaître la personne qui peut faire pleurer un piano comme ça. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Il semblait sincère. Mais Preston avait semblé sincère aussi. Preston avait ramassé mon portefeuille boueux. Preston m'avait conduite au travail. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Vraiment pas.
J'ai couru hors du gala comme Cendrillon, mais au lieu de laisser une pantoufle de verre, j'ai laissé derrière moi la première fissure dans mon armure. Marshall n'a pas abandonné. Il n'a pas envoyé de fleurs ou de bijoux. Le lendemain, un colis est arrivé à mon bureau. C'était un livre de partitions rares, des pièces obscures de compositrices du XIXe siècle. Le mot disait, pour la musique, sans aucune contrepartie. M. J'ai tracé la couverture du livre. Sans contrepartie. Peut-être juste peut-être, je pouvais lâcher un fil. Il a fallu 6 mois à Marshall pour obtenir que j'accepte un vrai dîner. 6 mois de course au café où nous parlions d'architecture et de génie civil. 6 mois à me prouver encore et encore qu'il ne s'intéressait pas à mon statut. Il ne savait pas qui était mon père pendant les 3 premiers mois. Il pensait que j'étais juste une cadre de haut niveau. Quand il a enfin découvert que j'étais la Valérie Smith Vanderbilt, héritière de Titan, sa réaction n'a pas été l'excitation. C'était de l'agacement. Super, a-t-il grogné en posant sa tête sur la table du restaurant que nous fréquentions. Maintenant, je dois m'inquiéter que les gens pensent que je suis un chercheur d'or. Tu as une idée de la difficulté qu'il y a à acheter un cadeau d'anniversaire à une femme qui peut acheter un pays. Je n'ai pas besoin de cadeau, ai-je dit en le regardant attentivement. Tu auras une cabane à oiseaux sculptée à la main, a-t-il grommelé. Parce que c'est tout ce que je peux faire que tu ne peux pas acheter. Et il l'a fait. Il m'a sculpté une cabane à oiseaux. Elle était tordue et la peinture n'était pas uniforme. Mais je l'ai mise sur ma cheminée à côté de mes vases Ming. C'était la chose la plus précieuse dans la pièce. Le vrai test est venu quand il m'a invité à rencontrer sa famille. J'étais terrifié. Je m'attendais à une autre Brenda. Je m'attendais au jugement ou à la flagornerie. La famille de Marshall vivait dans une maison chaotique et bruyante en banlieue. Sa mère était une enseignante à la retraite. Son père, un mécanicien. Ils étaient bruyants. Ils s'interrompaient les uns les autres et serraient tout le monde dans leurs bras. Alors, tu es la Valérie qui joue du piano, s'est exclamée sa mère, Barbe, en m'entraînant dans un câlin qui sentait la cannelle et l'adoucissant. Marshall dit, tu es plus intelligente que lui. Dieu merci. On s'inquiétait. Personne n'a posé de questions sur mon argent. Personne n'a posé de questions sur l'entreprise de mon père. Ils ont demandé si j'aimais la nourriture épicée, j'aime. Si je regardais le football, je ne regarde pas, mais j'étais prête à apprendre. Et si je voulais voir des photos de bébés de Marshall nus dans une baignoire, je voulais vraiment. C'était normal. C'était les barbecues du dimanche et le silence que Preston avait promis mais jamais tenu. Mais le fantôme de Preston me hantait toujours. Je continuais à attendre que l'autre chaussure tombe. Je continuais à attendre que Marshall demande un prêt ou que sa mère mentionne une opportunité d'affaires. Ça n'est jamais arrivé. Le point de rupture a eu lieu après 1 an de relation. Mon père, Robert, a fait une légère crise cardiaque. J'étais une épave. J'étais à l'hôpital, faisant les 100 pas dans le couloir, terrifié à l'idée de perdre le seul rocher qu'il me restait. J'ai essayé de repousser Marshall. Rentre chez toi, lui ai-je dit. Tu n'as pas à être ici. Ça va être une longue nuit. Ferme-la, Val, a-t-il dit doucement. Il m'a guidé vers une chaise. Il a drapé sa veste sur mes épaules. Il est allé au distributeur automatique et m'a apporté un café horrible, et il est resté assis là à tenir ma main pendant 12 heures d'affilée. Il n'a pas consulté son téléphone. Il n'a pas râlé. Il s'est contenté de tenir ma main. Quand papa s'est réveillé, groggy et grincheux, Marshall a été le premier à faire une blague. Monsieur Smith, a dit Marshall, il a vraiment été très loin pour éviter notre partie de golf la semaine prochaine. Papa a ri doucement. Il a regardé Marshall, puis moi. Il a vu la façon dont Marshall me regardait, avec épuisement, mais avec une dévotion absolue. Plus tard, alors que je raccompagnais Marshall à sa voiture, j'ai craqué. Pourquoi es-tu si bon avec moi, ai-je sangloté. Je suis difficile. Je suis méfiante. Je suis une marchandise abîmée. Marshall s'est arrêté. Il m'a saisi par les épaules et m'a regardé dans les yeux. Tu n'es pas une marchandise abîmée, Val. Tu es une survivante. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Et je t'aime. Pas l'héritière, pas la directrice.
J'aime la femme qui se cache sous le lit pour faire une farce à son mari parce qu'elle a un cœur joueur. J'aime la femme qui joue des chansons tristes au piano. Je t'aime, tout simplement. Je me suis figé. Je ne lui avais pas raconté l'histoire de la cachette sous le lit. Comment savait-il? Tu parles dans ton sommeil. Il a souri avec timidité. Quelque chose à propos de lapin de poussière et de belle-mère. J'ai ri à travers les larmes. J'ai ri. 2 ans après cette nuit, Marshall a demandé ma main. Il ne l'a pas fait avec une flash mob ou un diamant de la taille d'une patinoire. Il l'a fait un mardi alors que nous préparions des lasagnes. Épouse-moi, a-t-il dit en tenant une cuillère en bois. J'ai déjà signé un contrat de mariage. Justine là. Il dit, je pars avec ce avec quoi je suis venu. Mes outils et mon beau visage. Je veux juste toi. Je l'ai regardé. J'ai cherché le mensonge, l'agenda caché. Il n'y avait rien. Juste de l'amour. Oui, ai-je dit. Mais tu gardes la cabane à oiseaux. La vie a une drôle de façon de boucler la boucle juste au moment où vous pensez l'avoir distancée. 5 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. J'avais 35 ans. Marshall et moi étions mariés, vivant dans un bonheur conjugal qui était ennuyeux de la meilleure façon possible. Nous avions une fille, Haley, qui avait 2 ans et avait le menton têtu de mon père et les yeux ambrés de Marshall. Je sortais du siège de Titan par un après-midi pluvieux. Mon chauffeur attendait avec le parapluie, mais je me suis arrêté. Une femme se tenait près de l'entrée du parking. Elle se disputait avec la sécurité. Elle avait l'air vieille, beaucoup plus vieille que son âge. Ses cheveux étaient gris et filandreux. Son manteau était fin et rapiécé. Elle tenait un seau de nettoyage. J'ai juste besoin de lui parler, criait la femme, sa voix rauque. J'ai reconnu cette voix. Elle manquait du claquement impérieux qu'elle avait autrefois, mais le ton était le même. Brenda, ai-je murmuré. Elle s'est retournée. Son visage était émacié, des rides plus profondes gravées autour de sa bouche. Quand elle m'a vu dans mon tailleur sur mesure, rayonnante de santé et de succès, ses épaules se sont affaissées. Valérie, a-t-elle coassé. J'ai fait signe à l'agent de sécurité de baisser la garde. C'est bon, Frank. Je me suis dirigé vers elle, en gardant une distance de sécurité. Que veux-tu, Brenda? Si tu es là pour le ménage, l'entrée de service est derrière. C'était cruel, oui, mais cette femme avait comploté pour me laisser dans le besoin. Je ne suis pas là pour un travail, a-t-elle dit, ses mains tremblantes. Je suis venu mendier. Brenda Ramos, mendiant. L'ironie était presque trop riche à digérer. Mendier pourquoi? C'est le petit Léo. Qui est Léo? Le fils de Preston, a-t-elle dit en regardant ses chaussures usées. Le garçon de Kendra. Il a 5 ans. Kendra est partie il y a 2 ans. Elle a rencontré un chauffeur routier. Elle a laissé le gamin avec moi. Elle a dit qu'elle ne voulait pas du bagage. Alors Kendra avait abandonné son enfant. Je n'étais pas surprise. Et il est malade, Valérie. Il a une leucémie. Nous n'avons pas d'assurance. Medicaid ne couvre qu'une partie. Il a besoin d'un spécialiste. Il a besoin d'aide. Elle a levé les yeux vers moi et, pour la première fois, j'ai vu des larmes sincères dans ses yeux. Pas les larmes de crocodile qu'elle feignait autrefois. C'étaient les larmes d'une grand-mère regardant un enfant mourir. Preston est toujours à l'intérieur, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant. Il ne peut pas aider. Je nettoie des maisons, mais ce n'est pas suffisant. Je sais que tu nous détestes. Je sais qu'on mérite ça, mais Léo est innocent. C'est juste un petit garçon. Je suis resté là, la pluie tapotant contre le parapluie. J'ai regardé cette femme brisée. Je me suis souvenu de la nuit sous le lit. Elle n'a aucune idée qu'elle n'est qu'un substitut glorifié. J'ai ressenti une poussée d'ancienne colère. Pourquoi devrais-je aider? C'était l'enfant conçu dans la trahison. C'était la preuve tangible de l'infidélité de Preston. Mais ensuite, j'ai pensé à Haley, ma belle-fille en bonne santé, dormant dans son berceau à la maison. J'ai pensé à ma mère, qui est morte d'un cœur brisé mais n'a jamais perdu sa gentillesse. Je ne te donnerai pas d'argent, ai-je dit froidement. Brenda a tressailli,
l'air vaincu. Je ne te donnerai pas d'argent, ai-je répété, parce que je ne te fais pas confiance pour ne pas le dépenser au bingo ou dans l'alcool. Mais donne-moi le nom de l'hôpital. Children's Healthcare of Atlanta, a-t-elle murmuré. Je contacterai l'hôpital directement. Si l'enfant est là et s'il est malade, je couvrirai son traitement anonymement. Titan Construction a un fonds de charité. Nous le qualifierons de subvention. Brenda m'a fixé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle s'est lentement laissée tomber à genoux sur le trottoir mouillé. Merci, a-t-elle sangloté en agrippant l'ourlet de mon pantalon. Merci. Tu es un ange. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. J'ai fait un pas en arrière, retirant ma jambe. Je n'ai ressenti aucun triomphe à la voir agenouillée. Juste de la pitié. Relève-toi, Brenda, ai-je dit. Je ne suis pas un ange. Je suis juste une mère. Et dis à Preston en fait, ne lui dis rien. Je ne veux pas qu'il sache. Il demande après toi, a-t-elle dit en s'essuyant le nez sur sa manche. Il envoie des lettres. Tu ne réponds jamais. Je les ai brûlées, ai-je dit. Au revoir, Brenda. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. En m'installant dans le siège en cuir, j'ai senti un poids lourd se soulever de ma poitrine. Je ne les avais pas pardonnés, mais je n'avais pas laissé leur noirceur faire de moi un monstre. J'avais sauvé une vie innocente. Cette nuit-là, j'ai serré aller un peu plus fort. J'ai pensé que la charité suffisait comme conclusion, mais l'univers avait une dernière carte horrible à jouer. Un mois après avoir accepté de payer pour le traitement de Léo, j'ai reçu une notification du département des services correctionnels. Preston avait demandé une visite. Habituellement, j'ignorais celle-ci, mais la note jointe était différente. Concernant Léo, et concernant pourquoi vous n'êtes jamais tombée enceinte. Vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Pendant notre court mariage et les mois qui l'ont précédé, nous n'avions pas utilisé de protection. J'avais voulu un bébé. J'avais pleuré chaque mois quand le test était négatif. Preston m'avait toujours consolé, disant « ça arrivera quand ça arrivera ». J'ai conduit à la prison d'État. Les murs étaient gris. L'air sentait le nettoyant industriel et le désespoir. Je me suis assise derrière la vitre en plexiglas. Preston a été amené. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus. Ses cheveux étaient clairsemés, sa peau pâteuse. Il marchait en boitant. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par une voûte permanente de défaite. Il a décroché le téléphone. J'ai décroché le mien. Valérie, a-t-il dit. Sa voix était rauque. Tu es incroyable. Je suis heureuse, Preston, ai-je dit. Quelque chose que tu n'as jamais voulu que je sois. J'ai entendu parler de Léo. Maman m'a dit. Merci. Je l'ai fait pour le garçon, pas pour toi. Je sais. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais te dire quelque chose. Des excuses ne suffisent pas, mais j'ai besoin de libérer ma conscience. Il a pris une profonde inspiration, regardant ses mains enchaînées. Tu te souviens que tu voulais un bébé? Comment tu craignais d'être infertile? Oui, ai-je dit, ma prise se resserrant sur le récepteur. Tu n'étais pas infertile, Val. C'était maman. Elle m'a forcé à le faire. Faire quoi? Elle a écrasé des pilules contraceptives d'urgence. Plan B. Elle les a mises dans tes smoothies. Celui qu'elle te faisait quand tu venais pour le brunch. Où elle échangeait tes vitamines quotidiennes avec des placebos. J'ai arrêté de respirer. La pièce a tourné. Pourquoi, ai-je murmuré. Pourquoi ferait-elle ça? Tu voulais une famille, pas avec toi, a admis Preston, la vérité flottant là comme un cadavre en décomposition. Maman a dit que si tu tombais enceinte, ce serait plus difficile de divorcer plus tard. Un enfant te lie pendant 18 ans. Elle voulait une coupure nette une fois qu'on aurait récupéré le condo. Elle a dit qu'on ne pouvait pas risquer d'avoir un enfant avec tes gènes mélangés aux nôtres. Elle voulait que Kendra porte mon héritier. J'ai ressenti une vague de nausée si forte que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une violation biologique. Il m'avait empoisonné.
Ils avaient violé mon corps pour s'assurer que je ne porterais pas d'enfant. Tout ça pendant que je pleurais sur l'épaule de Preston parce que je ne pouvais pas concevoir. Espèce de monstre, ai-je sifflé. Des larmes de rage ont piqué mes yeux. Tu l'as laissé me droguer. J'étais faible, a dit Preston, pleurant maintenant. Je suis désolé, Val. J'avais si peur d'elle, et j'étais si cupide. Mais regarde, c'est une bénédiction, non? Imagine si on avait eu un enfant. Tu serais lié à moi pour toujours. Maintenant, tu es libre. Tu as une nouvelle vie. Il avait raison. De la manière la plus malade et la plus tordue possible. Si j'avais eu un enfant avec Preston, je ne me serais jamais vraiment échappé de Brenda. Je ferais une garde partagée avec un criminel. Ma fille elle n'existerait pas. Tu as raison, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est une bénédiction, parce que mes enfants n'auront jamais une seule goutte de ton sang empoisonné dans leurs veines. Je me suis levé. Val, attends, a crié Preston. J'ai une libération conditionnelle dans 2 ans. Tu peux dire un mot en ma faveur? Puisque tu as aidé Léo, je l'ai regardé à travers la vitre. L'audace était à couper le souffle. Preston, ai-je dit, j'ai aidé Léo parce qu'il est un enfant innocent. Tu es un homme adulte qui a drogué sa femme. Je ne dirai pas un mot en ta faveur. En fait, je vais envoyer la transcription de cette conversation à la commission des libérations conditionnelles. J'espère que tu pourriras là-dedans. J'ai raccroché le téléphone. Je suis sorti de la prison sous un soleil éclatant. Je me suis effondré sur un banc près du parking et j'ai sangloté. J'ai pleuré pour le bébé que je pensais ne pas pouvoir avoir. J'ai pleuré pour la violation, mais surtout, j'ai pleuré de soulagement. Marshall m'a trouvé là plus tard. Je l'avais appelé, incapable de conduire. Il m'a tenu pendant que je tremblais. Ils ne peuvent plus te faire de mal, a-t-il promis. Et il avait raison. Le secret était révélé. Le poison était purgé. J'étais enfin vraiment propre. 10 ans plus tard, Titan Construction était devenu un conglomérat international. J'étais la PDG maintenant. Mon père, Robert, était décédé paisiblement dans son sommeil il y a 1 an. Son enterrement a été suivi par des sénateurs, des concurrents et des milliers d'employés qui le respectaient. Je me tenais à la barre de l'Empire, plus la fille cachée sous le lit, mais une femme qui commandait les pièces d'un seul regard. Marshall et moi étions mariés depuis 12 ans. Nous avions 2 enfants maintenant, Haley, 15 ans, et un fils, Jacques, 10 ans. Nous étions assis sur la terrasse de notre maison d'été dans les Hamptons. C'était une soirée rare et calme. Maman, a dit Haley en levant les yeux de son téléphone. C'était une belle fille, intelligente, mais avec un côté romantique qui me rappelait de manière terrifiante ma jeunesse. Je peux inviter Tyler pour le week-end? Tyler était son nouveau petit ami. Capitaine de l'équipe de football. Charmant. Trop charmant. Tyler, ai-je demandé en échangeant un regard avec Marshall. Celui qui a oublié son portefeuille quand vous êtes allé au cinéma la semaine dernière. Il est juste distrait, maman, a défendu Haley. Il est vraiment adorable. Il dit qu'il adore le fait que je ne sois pas obsédé par l'argent comme les autres filles. Les alarmes dans ma tête ont sonné si fort qu'elles étaient assourdissantes. Il adore le fait que je ne sois pas obsédé par l'argent. C'était exactement ce que Preston avait dit. C'était la phrase d'ouverture du prédateur. Haley, ai-je dit doucement. Est-ce que Tyler c'est pour nous? Pour l'entreprise. Je ne lui ai pas donné de détails, a-t-elle haussé les épaules. Mais tout le monde sait qui nous sommes. C'est difficile à cacher quand ton nom est sur des gratte-ciel. J'ai senti un œuf froid dans mon estomac. Le cycle. Il essayait de se répéter. Invite-le, ai-je dit. J'aimerais mieux le connaître. Marshall a serré mon genou sous la table. Il savait ce que je faisais. Je n'allais pas l'interdire. J'allais le tester. Quand Tyler est arrivé ce week-end, il était poli, trop poli. Il a complimenté la maison, les voitures, l'art. Il a interrogé Marshall sur son cabinet d'architecture avec un peu trop d'intérêt pour les marges bénéficiaires. Pendant le dîner, j'ai décidé de faire une petite expérience. Tyler, ai-je dit nonchalamment, Haley me dit que tu cherches un stage d'été. Oui, Madame Vanderbilt.
Il a souri, dévoilant des dents parfaites. J'adorerais apprendre des meilleurs. Peut-être chez Titan. Eh bien, ai-je dit, nous avons une ouverture. C'est du travail manuel. Couler du béton. Début à 5 heures du matin. Salaire minimum, mais ça forge le caractère. Si tu te débrouilles bien, on pourra parler d'un travail de bureau l'été prochain. J'ai regardé son visage. Le sourire a vacillé. La lumière dans ses yeux a diminué. Oh, a-t-il dit. Je pensais peut-être à quelque chose dans la stratégie ou le marketing. Je ne suis pas vraiment du genre travail manuel. La stratégie nécessite de comprendre les fondations, a ajouté Marshall en sirotant son vin. J'ai posé des briques pendant 3 ans avant de dessiner un plan. Tyler a regardé Haley. Bébé, tu n'avais pas dit que ta mère pouvait me pistonner? Couler du béton, c'est un peu en dessous de moi, tu ne penses pas? Haley s'est figée. Elle l'a regardé. Vraiment regardé. En dessous de toi, a-t-elle demandé. Mon grand-père coulait du béton. Mon père posait des briques. Ouais, mais il devait le faire, a ri Tyler nerveusement. Nous, on est, tu sais, l'élite. Le silence à la table était lourd. Je pense que tu devrais partir, Tyler, a dit Haley calmement. Quoi? Parle. Ma famille a construit cette vie avec un travail acharné. Si tu penses que le travail est en dessous de toi, alors je suis au-dessus de toi. J'ai failli pleurer. Elle n'avait pas besoin que je me cache sous un lit. Elle avait appris la leçon par osmose. Elle avait l'estime de soi qui me manquait à son âge. Tyler est parti, furieux. Haley est venue et m'a serré dans ses bras. Tu savais, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Je m'en doutais. Je lui ai embrassé le front. Regarde toujours comment il traite le travail, pas la récompense. Une semaine après l'incident avec Tyler, j'ai reçu un appel d'un centre de soins palliatifs au centre-ville d'Atlanta. C'était concernant Brenda. Elle se mourait. Cancer de l'ovaire. Elle n'avait plus de famille. Sa sœur l'avait mise à la porte il y a des années. Preston était toujours en prison. Il avait violé sa libération conditionnelle une fois et avait été renvoyé. Elle vous a listé comme personne à contacter en cas d'urgence, a dit l'infirmière doucement. Je ne sais pas pourquoi, mais elle demande après vous. J'ai conduit jusqu'au centre de soins palliatifs. Ce n'était pas un endroit chic, mais c'était propre. Brenda était étendue dans un petit lit, ressemblant à un squelette enveloppé dans du papier parchemin. Elle était méconnaissable par rapport à la femme en talons argentés. Je suis resté près de la porte. Tu es venu, a-t-elle haleté. Je suis venu, ai-je dit. Pourquoi? Parce que j'ai gagné. Ce n'était pas dit avec malice. C'était juste un fait. J'avais gagné au jeu de la vie. J'étais heureuse, aimée et prospère. Elle était en train de mourir seule. Brenda a laissé échapper un rire sec qui s'est transformé en tout. Oui, c'est vrai. Tu étais plus intelligente que je ne l'avais imaginé. Je pensais que tu étais juste gentille. Je ne savais pas que la gentillesse pouvait avoir des dents. Les gens gentils doivent faire pousser des dents, ai-je dit, ou ils se font dévorer par des gens comme toi. Léo va bien, a-t-elle chuchoté. Il a fini ses études. Il est infirmier maintenant. Il sait que tu as tout payé. Il t'appelle son ange gardien. Je sais. Je suis ses progrès. Preston est un imbécile, a-t-elle murmuré, les yeux fermés. Je l'ai ruiné. Je le sais maintenant. Je l'ai rendu faible parce que je voulais le contrôler, et j'ai essayé de te faire subir la même chose. Tu as échoué, ai-je dit. J'ai quelque chose pour toi. Elle a fait un geste faible vers la table de chevet. Une lettre. Ne l'ouvre pas avant que je sois parti. J'ai pris l'enveloppe. Elle semblait légère. Valérie, a-t-elle dit, sa voix s'affaiblissant. J'ai peur. J'ai regardé la femme qui m'avait tourmenté, qui m'avait drogué, qui avait essayé de voler mon avenir. Je la détestais, mais je ne pouvais pas laisser un être humain mourir dans la terreur. Je me suis approché et j'ai pris sa main. Elle était froide. Ferme les yeux, Brenda, ai-je dit doucement. C'est fini. Laisse juste aller. Elle a serré ma main avec une force surprenante.
Une seule larme s'est échappée. Et puis, la pression a diminué. Le moniteur s'est mis à émettre un son plat. Elle était partie. Je suis sorti dans le couloir et j'ai ouvert la lettre. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier et un vieux Polaroid délavé. La photo montrait Preston bébé, assis sur les genoux de Brenda. Elle avait l'air jeune, pleine d'espoir, et pas encore endurcie par la cupidité. La note disait « Je te détestais parce que tu avais tout ce que je voulais sans avoir à te battre pour l'obtenir. J'étais jalouse de ta lumière. J'ai essayé de la voler, mais je ne me suis brûlé que moi-même. Tu as été la meilleure chose qui soit arrivée à mon fils, et je l'ai forcé à te jeter. Je ne te laisse rien parce que je n'ai rien, mais je te laisse cette vérité, tu ne m'as pas seulement survécu. Tu m'as surpassé. Dis à Léo d'être un homme bon. B. J'ai plié la lettre. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai juste ressenti de la paix. Le croque-mitaine était mort. J'ai payé pour sa crémation. J'ai fait envoyer ses cendres à la prison pour que Preston puisse les avoir. C'était la dernière chose que je ferais jamais pour la famille Ramos. Nous sommes de retour à la maison de plage maintenant. C'est le coucher du soleil. Le ciel est peint de touches d'orange violent et de violet doux. Je suis assise sur la terrasse, un verre de vin millésimé à la main, celui pour lequel Brenda aurait tué. En bas, sur le sable, Marshall essaie d'apprendre à Jack à faire voler un cerf-volant. Haley est assise sur une serviette, lisant un livre, ressemblant à une version plus jeune de moi, mais avec une colonne vertébrale plus solide. Ma vie est pleine. Elle est bruyante. Elle est désordonnée. Et elle est réelle. Je repense à cette nuit il y a 20 ans. La poussière sous le lit, l'odeur des planches, le poids écrasant de la trahison pressant sur moi. Je me souviens du moment où j'ai failli rester. Il y a eu une fraction de seconde, allongée dans le noir, où j'ai pensé, peut-être que je peux le réparer. Peut-être que si je l'aime assez, il me choisira plutôt que l'argent. Dieu merci, je n'ai pas écouté cette voix. Dieu merci, j'ai choisi la colère. Dieu merci, j'ai choisi la guerre. Les gens me demandent comment je peux faire confiance à nouveau après ce qui s'est passé. Comment je peux aimer Marshall sans vérifier ses poches à la recherche de reçus? La réponse est simple, l'obscurité m'a appris à reconnaître la lumière. Preston m'a appris ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas transactionnel. L'amour n'est pas un plan secret. L'amour n'est pas préparer de la bouillie d'avoine à quelqu'un pour qu'il ne vous fasse pas d'ombre. L'amour, c'est Marshall sculptant une cabane à oiseaux tordus. L'amour, c'est mon père debout dans une salle d'audience pour défendre mon honneur. L'amour, c'est moi qui paie la chimiothérapie d'un petit garçon alors que son père m'a brisé le cœur. L'amour, c'est l'action. Je prends une gorgée de vin et je regarde la caméra, je vous regarde, vous, l'auditeur. Peut-être que vous êtes caché sous un lit en ce moment. Peut-être pas littéralement. Peut-être que vous êtes dans un mariage où vous vous sentez petite. Peut-être que vous êtes avec une famille qui vous fait vous sentir comme une étrangère. Peut-être que vous soupçonnez que les gens qui vous sourient au visage aiguisent leur couteau dans votre dos. Je suis ici pour vous dire, faites confiance à votre instinct. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est que ça ne va pas. Si vous sentez que vous êtes utilisé, c'est que vous l'êtes. Ne restez pas dans l'obscurité. N'attendez pas qu'ils changent. Ils ne changeront pas. Preston n'a jamais changé. Vous devez être votre propre héroïne. Vous devez ramper dessous le lit, épousseter votre robe et sortir par la porte. Ça fera mal. Mon Dieu, ça fera mal. Vous pleurerez jusqu'à ne plus avoir de larmes. Vous vous sentirez stupide d'avoir été dupé. Mais ensuite, vous vous mettrez en colère, et cette colère sera le carburant qui bâtira votre empire. Je pose le verre et je marche vers la rampe. Marshall lève les yeux de la plage, agitant la main. Regarde. Ça vole. Le cerf-volant s'élève haut dans le vent, combattant la résistance, grimpant de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il attrape le courant et se stabilise, dansant contre les nuages. Je le vois, je réponds. C'est magnifique. Je suis Valérie Smith Vanderbilt. Je suis une mère. Je suis une PDG. Je suis une épouse. Et je suis la femme qui n'a pas laissé la farce se retourner contre elle. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.